Nous avons assisté la dernière fois à l'opération anti-église de la constitution civile du clergé, opération qui se doublait à l'arrière-plan d'une opération anti-plèbe. Il y a eu des drames de conscience, vous vous en doutez. Il y avait environ 44 000 prêtres en exercice en France. Eh bien, plus de la moitié, 23 000 environ, ont refusé le serment qu'on exigeait d'eux. Mais drame de conscience, parce que, évidemment, parmi ceux qui ont prêté le serment, il y en avait beaucoup qui étaient attirés par les prix nouveaux. Je vous ai rappelé qu'un curé passait de 700 francs à 1200 francs, un vicaire passait de 350 francs à 750 francs. Ils avaient davantage. Alors, il y a des gens qui, même malgré leur conscience, se sont dit, bon, on va se rallier, étant donné qu'on touche davantage. Robespierre n'a pas beaucoup aimé ça. Il y a un texte de lui qui est de 92, où il dit, quiconque renonce, même à une erreur qu'il prend pour la vérité, pour des raisons de cupidité, est un être méprisable. Bon, ben, il y en avait certainement. Mais en revanche, il y avait des types très bien. Je pense à l'abbé Grégoire, par exemple. Grégoire, c'était le curé d'Amberménil, qui était une petite paroisse de Lorraine. Grégoire s'était fait remarquer presque tout de suite aux assemblées, aux États généraux, lorsqu'il avait été l'un des tout premiers prêtres à quitter son ordre pour venir rejoindre le tiers. Il est devant un drame de conscience lorsqu'on lui impose cette constitution civile du clergé, mais il se dit à tout prix, il ne faut pas se couper du peuple. Il devine peut-être l'opération des voltairiens qui se disent, on va persuader à la petite plèbe que les curés ne sont pas avec elle, et moi je veux rester avec elle. Et puis vous avez un type comme l'abbé Jacques Roux. J'avais parlé de lui allusivement la dernière fois. Je vous avais dit, il y avait des prêtres qui avaient été jusqu'à soutenir les paysans quand ils se précipitaient contre les châteaux en juillet 89. Ben, cet abbé Jacques Roux de Charente en était un. Il y a un abbé Pierre d'Olivier de la région d'Étampes que nous allons voir reparaître. Pierre d'Olivier, lui aussi, va prêter le serment. Il prête le serment parce qu'à tout prix, il ne faut pas se laisser couper du peuple. Voyez-vous, on pourrait comparer ces drames-là à ceux que nous avons connus en France il n'y a pas tellement longtemps, enfin un certain nombre d'années, au moment des prêtres ouvriers. Vous vous rappelez que les prêtres ouvriers avaient été à un moment interdits ou plutôt écartés, enfin par Rome, et qu'un certain nombre de ces prêtres se sont dit, tant pis, on va rompre avec Rome parce que pas question de rompre avec le peuple. Si vous voulez, c'était des gens qui acceptaient de sortir de ce que l'on appelle le corps de l'Église pour rester dans l'âme de l'Église. Bon, eh bien alors cette opération-là produit tout de même un bon résultat, à savoir que l'Église est coupée en deux. Ajoutez-y un autre résultat extrêmement intéressant pour les initiateurs de l'opération. Une fois qu'on a pris les 3 milliards de l'Église, on ne va pas acheter ça sur le marché d'un seul coup. Ça serait inabsorbable. Par conséquent, on va répartir en tranches. Et dès le 20 décembre 1789, on a jeté sur le marché 400 millions. 400 millions sur les 3 milliards et demi. 400 millions de biens à vendre. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lancer une sorte de monnaie. Ce n'est pas encore tout à fait une monnaie. Ça s'appelle l'assignat. Ça serait plutôt comparable à ce qu'on appelle aujourd'hui en France des bons du trésor ou des créances hypothécaires, si vous voulez. Ça rapporte 5% et les premières coupures sont de 1000 livres uniquement. Mais rapidement, ça va se transformer en un véritable papier-monnaie qui n'aura pas tout à fait cours forcé, il l'aura un peu plus tard. Enfin, un papier-monnaie, il y aura des coupures qui ne seront plus de 1000 livres, mais de 500 livres, mais de 100 livres. On arrivera même aux coupures de 5 livres. Et l'opération intéressante à faire, la voilà. On a le droit d'acheter ces biens nationaux par annuité. 12 annuités. C'est-à-dire, on paye la première annuité, et puis l'année suivante, eh bien, on payera le reste, etc. Seulement, comme l'assignat, ce fameux assignat dont je viens de vous parler, va se déprécier d'année en année. Alors, la première annuité, on l'aura payée ce qu'elle était, mais les autres annuités qu'on pourra payer en assignat, avec la dépréciation de l'assignat, ça sera des coûts fumants à réaliser. Et qui vont être les gens qui vont acquérir les biens nationaux? Ben là, il y a encore une légende, et Michelet est responsable d'une de ces légendes, comme de tant d'autres. Il dit c'est la paysannerie. Mais c'est pas vrai. Un certain nombre de laboureurs, vous savez, je dis ça entre guillemets parce que je vous ai rappelé qu'on disait qu'on appelait laboureurs les paysans riches, déjà installés, qui étaient de gros fermiers, qui avaient un cheptel intéressant. Mais en réalité, ils représentaient quoi? Ils représentaient 2% de la paysannerie. Les autres, c'était les brassiers, qui n'avaient que leurs bras pour travailler, ou les journaliers. Avec quoi voulez-vous que ces gens achètent des biens nationaux? Par conséquent, ce n'est pas la paysannerie, c'était pour 1 ou 2% les paysans riches qui vont acheter des biens nationaux, c'est encore la bourgeoisie. J'ajoute même que dans les premières acquisitions, on aperçoit pas mal de membres du haut clergé, et des nobles, et que dans la correspondance de la reine avec Fersen, son ami Fersen, on voit qu'ils hésitent tous les deux, ils se disent mais il y a aussi des opérations intéressantes à réaliser. Donc c'était forcé quoi, ce sont les riches, ce sont les possédants qui achètent les biens de l'Église. Finalement, l'opération nationalisation des biens de l'Église rapporte de nouveau à la bourgeoisie. Nous voilà dans cette année donc 1790 et l'Assemblée constituante qui ne se décide pas à se séparer, alors qu'elle est déraisonnable, cette Assemblée constituante, étant donné qu'il y a là un nombre invraisemblable de représentants du clergé et de représentants de la noblesse, et qu'en fait, ça devrait représenter réellement la nation, ça sera pour la Chambre prochaine, la législative, mais pour l'instant, c'est toujours les vieux États généraux qui sont appelés constituantes.
Elle est en face d'un certain nombre de problèmes à résoudre, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un problème plèbe? C'est le problème de l'arrière-plan permanent. Hein. Ben non, elle est assez tranquille, la plèbe. Je vous ai dit pourquoi. Parce que la soudure s'est faite, parce que la récolte de 89 a été une bonne récolte, parce que le prix du pain a baissé à Paris. Enfin, c'est admirable. Lorsque nous parlions l'autre jour de la fédération du 14 juillet 90, je vous avais dit que c'était magnifique de voir comme elle marchait, la petite plèbe. Cette fédération, je vous le répète, j'avais même employé une expression un petit peu brutale et vulgaire, j'avais dit que c'était la nouba des nantis, mais c'est tout à fait ça. Mais la petite plèbe s'en rendait pas compte. Elle avait pioché avec le roi, avec Sieyès, elle avait acclamé Lafayette, c'était la grande journée Lafayette. Le temps avait été très mauvais. Vous savez, ce jour-là, il y avait des orages, ça pleuvait. En fait, ça n'empêche pas d'avoir Lafayette qui avait le nez au vent, comme d'habitude. Il était sur son cheval blanc. Et la multitude venait embrasser les pas de son cheval. Il y avait des femmes qui saisissaient les étriers pour les embrasser, d'autres embrassaient la queue du cheval. Et bottes de Lafayette est un objet de vénération. Enfin, c'était admirable. La sottise et la docilité de ce monstre, enfin la grosse bête, la plèbe, était ravissante. Il est vrai que cette docilité, que cette sottise est la condition même de sa vie. Elle va s'en apercevoir dans peu de mois, exactement un an plus tard. 14 juillet 90, cette fédération où la plèbe marche à fond. 17 juillet 91, nous verrons ça la prochaine fois, la bourgeoisie va tirer sur la plèbe. 90, elle est tranquille, pas de problème de foule. Et le problème des aristocrates, eh bien là, il y a un petit problème en effet. Ces aristocrates ont été en partie dépouillés, puisque leurs droits féodaux sont pratiquement maintenant ratés. Ils vont essayer d'obtenir un rachat qu'ils n'obtiendront pas. Un grand nombre d'aristocrates ont émigré et ils cherchent tous les moyens de revenir à l'état précédent. Il y a eu en décembre 89 un incident assez grave, c'est l'histoire du marquis de Favras. Ce marquis de Favras avait combiné un enlèvement du roi. Bien entendu, on cachera que le roi était au courant, mais je pense bien qu'il y était. Toujours est-il que Favras a été dénoncé et qu'il va être pendu. En février 90, le marquis de Favras est pendu parce qu'il a voulu essayer d'enlever le roi. Ce n'était pas exactement un enlèvement, c'était le comte de Provence, le frère du roi, le futur Louis XVIII, qui avait combiné ça, essayé d'enlever le roi et de le rapprocher de troupes sûres qui étaient dans l'Est. On tourne la page, on ne veut pas regarder ce qui s'est passé, c'est une erreur du roi probablement. Mais il y a autre chose. Il y a d'une part le camp de Jalès, J-A-L et accent grave S. Ce camp de Jalès, c'est dans les Cévennes. Un certain nombre d'aristocrates du Midi se sont rassemblés là et ils essayent de se défendre à main armée. À main armée, ça veut dire qu'ils ont constitué environ 20-25 000 hommes qui sont là avec des fusils de chasse, avec quelques autres fusils, et qui attendent un secours qui viendrait peut-être de l'étranger. L'étranger, c'est quoi? Dans les Cévennes, c'est le royaume du Piémont. Mais rien ne viendra du côté du Piémont. Le chef de ces insurgés du camp de Jalès, un nommé Froment, quand il voit la constitution civile du clergé, il se dit, mais c'est un atout formidable qui nous est venu. En effet, les aristocrates étaient les gens les plus athées. Vous savez, dans l'aristocratie, on n'y croyait plus à ces légendes chrétiennes. Mais tout à coup, voilà que la constituante prend position contre l'Église traditionnelle. Par conséquent, ça va obliger un certain nombre de catholiques à prendre position également contre le mouvement révolutionnaire. Donc, c'est tout à gagner pour les aristocrates. Alors, le Froment, il va trouver le comte d'Artois. Comte d'Artois, futur Charles X, qui avait émigré dès juillet 89. Le comte d'Artois est à Turin. Camp de Jalès, Turin, il se dit si je pouvais faire venir des troupes de Turin jusqu'au camp de Jalès, ça serait parfait. Et la chose intéressante à vous dire, c'est la stupeur, entendez, la stupeur qu'a éprouvé le comte d'Artois et qu'ont éprouvé tous les gentilshommes qui l'entouraient, lorsque Froment est venu leur dire, vous savez, il y a un moyen pour nous, une aubaine inattendue, enfin un atout formidable qui nous vient, on va pouvoir s'appuyer sur les catholiques. Ah, il commence par ne pas en croire ses oreilles, le comte d'Artois. Il dit les catholiques, mais c'est justement eux qui sont les plus hostiles à notre égard. Oui, mais il y a la constitution civile du clergé. Par conséquent, maintenant, comme on a une grande partie des catholiques français qui vont être braqués contre le mouvement révolutionnaire à cause de la constitution civile du clergé, vous vous rendez compte de cette piétaille qui nous vient. Et effectivement, c'est ce qui va se produire avec la persécution de l'Église. On aboutira bientôt à la fameuse armée catholique et royale de Vendée. Mais enfin, le camp de Jalès, c'est pas extrêmement dangereux, ils ne font pas de sortie, ils sont là simplement armés, on arrivera à les désarmer à la fin de l'année 90 et au début de 91. Autre problème, l'armée. Alors là, il y a deux problèmes, si vous voulez, dans l'armée. Premier problème, quelle est l'attitude des généraux? Est-ce qu'ils vont se soumettre? Robespierre, il est terriblement préoccupé par les généraux. Il le sera toute sa vie, sa courte vie, puisqu'il va mourir en 94. Et même le fils de Carnot, j'aurais beaucoup à vous parler de Carnot, le fils de Carnot dira, mais c'était une inquiétude, un soupçon maladif chez Robespierre, les généraux. Il les guettait toujours. Vous savez, je comprends très bien l'attitude de Robespierre. Qu'est-ce que c'est qu'un général? C'est un monsieur qui a le pouvoir coercitif entre ses mains. Les généraux sont les chefs de l'armée. Et l'armée, c'est ce qu'il y a les canons, ce qu'il y a la poudre, ce qu'il y a les fusils.
Quelle tentation pour les généraux d'intervenir dans la politique et de faire donner leur canon contre la multitude pour imposer le régime de leur choix. Alors en 90, Robespierre regarde perpétuellement du côté de l'Est. Pourquoi l'Est? Parce qu'il y a là le marquis de Bouillé, qui commande des forces importantes à Metz, et il se dit tout le temps, est-ce que ces gens-là ne vont pas essayer de faire un coup de force, de venir militairement sur Paris pour nous détruire notre révolution? Ça ne bouge pas. Bouillé ne dit rien au début de l'année 90. Par conséquent, les généraux semblent tranquilles. En revanche, il y a eu des indisciplines dans l'armée. Et au départ, en 89, la bourgeoisie était très contente de ça, puisque c'était un levier supplémentaire. Vous vous rappelez que je vous ai dit, c'est une idée que je souligne avec beaucoup de force, que si la monarchie absolue est tombée, c'est parce que son instrument de répression lui a fondu entre les mains. Vous vous rappelez que le Suisse Besenval, qui commandait en second au 14 juillet, le premier c'était Broglie, est venu trouver le roi et qui lui a dit « je ne peux pas donner les ordres à la troupe de marcher parce qu'elle ne marchera pas ». Ça avait pas mal séduit la bourgeoisie en disant on peut faire notre opération sans être intimidé par la troupe. Seulement maintenant que la bourgeoisie a gagné, il lui faut avoir une troupe très domestiquée, une troupe à son service, qui peut servir éventuellement à la défense extérieure, mais qui doit surtout servir d'instrument de répression contre la plèbe. Alors, pas question d'indiscipline. Hein. L'indiscipline, il y a quelques mois, c'était parfait. L'indiscipline, maintenant, zéro, fini. À Brest, il y a 2 équipages de navires qui se sont révoltés. Je vous assure que la bourgeoisie ne badine pas. On fait pendre un certain nombre de marins et tout rentre dans l'ordre. Mais gros événement, alors gros incident, le 30 août 1790 à Nancy. C'est même pas un régiment français, c'est un régiment suisse qui se révolte, qui se mutine. Le régiment des Suisses de Châteauvieux. Parce que ces gens s'étaient mêlés d'aller regarder un peu les comptes du régiment et qui s'étaient aperçus que leur solde était payé d'une manière irrégulière, s'étaient aperçus qu'on trichait sur les fournitures, qu'on ne leur donnait pas suffisamment à manger. Enfin, ils avaient fait une mutinerie. Et ils avaient été soutenus dans cette mutinerie par des troupes françaises proprement dites. Alors immédiatement, ça se passe à Nancy, immédiatement le marquis de Bouillé, qui est un cousin de Lafayette, et qui commande, je viens de vous le dire, à Metz, envoie des régiments sûrs, régiments étrangers, enfin des régiments croates, des régiments hongrois, des régiments allemands, qui viennent tirer, 300 morts, hein, tirer sur les Suisses du Châteauvieux et sur les troupes françaises de Nancy. Immédiatement, ça rentre dans l'ordre, il y aura 33 pendus, il y aura 40 condamnations à perpétuité aux galères, ça ne bouge plus. Félicitations à ce moment-là, félicitations générales à ce qui s'est passé pour ce qui s'est passé du côté de Nancy. Le roi remercie Bouillé d'avoir agi avec vigueur, et l'Assemblée elle-même lui dit c'est parfait. Quant à Lafayette, c'est son cousin, il lui dit mais bravo, vous avez rétabli la discipline dans l'armée. Problème à peu près réglé. Et il y a un troisième problème, le quatrième si vous voulez, dans l'année 90, qui est assez curieux. On en parle guère dans nos histoires de la Révolution française, je le trouve bien curieux, bien intéressant, bien savoureux. C'est l'affaire des colonies. La France n'avait plus beaucoup de colonies à ce moment-là. Vous savez qu'elle avait perdu au cours du XVIIIe siècle, au cours de à la fin de la monarchie, elle avait perdu son empire des Indes, elle avait perdu le Canada. Et quand on disait les colonies, c'était pratiquement les Antilles. Et quand on disait les Antilles, c'était surtout Saint-Domingue. À Saint-Domingue, il y avait 30 000 colons blancs et 300 000 esclaves. Et ces 30 000 colons blancs tiraient des esclaves et de leur production, en particulier sucrière, des bénéfices énormes. J'y ai déjà fait allusion. Il y avait des familles françaises dont toute l'opulence reposait sur l'exploitation coloniale. Alors figurez-vous que quand la déclaration des droits de l'homme arrive à travers l'Atlantique jusqu'à Saint-Domingue, les colons froncent le sourcil. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Comment tous les hommes? Les Noirs aussi? Alors ils sont épouvantés. Ils envoient une délégation, ils envoient 22 députés, les colons de Saint-Domingue, 22 députés à l'Assemblée nationale, pour protester. Attention aux chiffres, 22. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi? Non, je me suis trompé, 21. Pourquoi 21? Parce qu'ils se disent, il y a 330 000 habitants à Saint-Domingue. Donc, ça fait, si on prend les chiffres de France, ça fait un droit de députation de 21. C'est 330 000. Vous savez déjà comment ils se décomposent. Il y a 300 000 esclaves, et puis il y a 30 000 blancs. Alors, on va compter le nombre des esclaves pour dire, ils sont 300 000 plus nous, ça fait 330 000. On va compter le nombre des esclaves pour exiger 21 députés qui seront là pour empêcher les esclaves d'être libres. L'Assemblée n'acceptera pas, il n'y aura pas 21 députés, mais il y en aura 6, et ces 6, je vous assure, ils ne seront pas impotents. Ils vont faire eux aussi une déclaration vraiment très, très drôle. Ils vont dire déclaration des droits de l'homme. Bon, eh c'est vrai, c'est très intéressant. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Du moment que nous sommes libres, nous les colons, eh bien nous sommes libres d'organiser nos colonies comme nous l'entendons. Par conséquent, nous allons établir des assemblées coloniales, et il ne faut pas que la métropole, il ne faut pas que Paris vienne intervenir sur ce que nous organisons nous-mêmes.
C'est un langage si surprenant que certains, comme Brissot par exemple, ou même quelques gens un peu de gauche, comme Buzot, qui était un député à la Constituante, que nous allons retrouver à la législative, trouvent que c'est excessif. Alors on discute le problème de l'émancipation des Noirs, pas tout à fait les Noirs, enfin par exemple les métis, on pourrait accorder aux mulâtres un certain droit de vote. Mais se constitue immédiatement à Paris ce que nous nommerions aujourd'hui dans le langage contemporain un lobby colonial. Le lobby colonial se réunit dans un bel hôtel qui s'appelle l'hôtel Massiac. Le lobby colonial est principalement constitué de ceux qui ont des intérêts coloniaux et les frères Lameth au premier plan, L-A-M-E-T-H. J'en ai déjà parlé, les frères Lameth. Ils étaient deux frères, tous deux colonels de cavalerie, qui étaient députés aux États généraux de la noblesse et qui, le 24 juin, le lendemain de la séance royale du 23 juin 89, suivant le duc d'Orléans, ils étaient 48, vous vous rappelez, avec Lafayette, étaient venus rejoindre le tiers. Ce sont des gens qui se donnent l'apparence de progressistes, enfin des gens très libéraux. Quand il s'agit des colonies, tout à fait d'autre chose. Alors le lobby colonial a trouvé un homme de main. Et cet homme de main, c'est encore Barnave. Vous voyez à quel point j'ai raison de souligner l'importance de ce Barnave dont on parle très peu comme un personnage épisodique dans la Révolution. Il est considérable, Barnave. Vous vous rappelez que c'était lui qui avait été l'artisan de Vizille, l'homme des Perriers. Il était aussi dans la main d'un banquier parisien qui s'appelait Laborde de Méréville, dont je vous ai dit qu'avec l'agent de chance Boscari, Laborde de Méréville et Pergaud, le banquier suisse, et Dlesser, le banquier suisse, étaient parmi les plus incandescents pour pousser le peuple en juillet 89. Barnave, maintenant, est l'homme du lobby colonial. Et Barnave, l'autorité, Madame de Staël racontera dans ses considérations qu'elle l'estimait beaucoup, c'était un homme, dit-elle, c'était un homme d'une rare distinction. Eh bien, l'homme d'une rare distinction, qui a en effet une grande autorité à l'Assemblée, va obtenir ceci qui est assez prodigieux, qu'aucune décision ne pourra être prise par l'Assemblée nationale concernant les colonies sans l'avis préalable des autorités coloniales. Résultat, le 24 août 91, Saint-Domingue prendra feu et les esclaves noirs à qui on n'a rien voulu accorder se révolteront et finalement la France perdra Saint-Domingue. Un certain nombre de modifications importantes se produisent dans la vie politique française au cours de l'année 90. Il y a d'abord le départ de Necker. Ah, vous savez, ça, c'est sans aucune importance. Parce que Necker est totalement dévalué. Il y a une chose qui lui a porté grand préjudice, deux choses, si vous voulez. Il y avait d'abord son système d'emprunt auquel il avait voulu encore recourir. On avait dit, il est tombé sur la tête. Enfin, des emprunts, maintenant, ça intéressait passionnément Necker, les emprunts. Parce que les emprunts, c'est les banques qui s'en occupent naturellement. Il y a un courtage pour les banques. Et comme il continuait en douce à être banquier, il tenait beaucoup à ses emprunts parce que ça lui rapportait. On l'avait congédié du côté emprunt. On avait su aussi qu'il n'avait pas été tellement chaud, même pas du tout, pour le vote par tête, et on va lui en vouloir en avril 90, lorsqu'on l'obligera à révéler quelque chose qu'il avait soigneusement caché, l'existence du livre rouge. Qu'est-ce que c'était le livre rouge? C'était le livre des pensions. C'est là où le ministre des Finances inscrivait ce que le roi et la reine exigeaient comme dotation à telle ou telle famille. Comme un certain nombre de gens savaient qu'il y avait ces pensions, comme c'était des pensions d'aristocrates, comme la bourgeoisie détestait ces aristocrates parasites, elle voulait se transformer en parasite elle-même, alors ces parasites-là la gênaient, on avait exigé que le livre rouge soit révélé. Et on s'était aperçu que c'était sous Necker, le premier Necker. Vous savez, quand il avait été au pouvoir de 1776 à 1781, c'était sous Necker que les pensions les plus scandaleuses avaient été accordées. Alors il va s'en aller. Il va s'en aller en septembre 90, il va être congédié, et personne ne le regrette. Pourtant, je vous assure, il avait fait de son mieux lorsqu'il avait été congédié le 11 juillet, vous vous rappelez l'émotion dans Paris. On l'avait rattrapé à Bâle, il était parti de Paris sur Bâle pour rentrer en Suisse. C'était à Bâle que la nouvelle l'avait rejoint, que le roi vous rappelle. Et sa fille, sans se rendre compte très bien de ce qu'elle nous dit, sa fille dit que lorsque d'étape en étape il était revenu de Bâle à Paris, il n'avait pas manqué, dans chaque municipalité, de rappeler les gens à ce respect primordial qui doit être celui de la propriété. C'est donc parfait. Oui, mais maintenant, il est inutilisable, Père Necker, il est déconsidéré, il s'en va, il disparaît. Et autre disparition dans l'année 91, mais enfin nous regardons 90 maintenant, quelqu'un qui va finir, c'est Mirabeau. Là, c'est un cas particulier, c'est pourquoi j'ai choisi de vous montrer la physionomie de Mirabeau dans le générique. Vous l'avez regardé un instant, cette figure de Mirabeau. Cette figure assez affreuse, ça fait couturée par la petite vérole avec des poches sous les yeux. On ne sait pas, on s'imagine qu'il va mourir à 50 ans ou 55 ans, pas du tout, il aura 42 ans lorsqu'il meurt. C'est un homme qui est absolument rongé de tous les vices. Il a fait toutes les expériences qu'on peut imaginer, d'une moralité absolue, y compris l'inceste. Et c'est un homme d'une grande bassesse morale. Alors ça m'amuse beaucoup quand je vois Proudhon, le socialiste, je dis ça entre guillemets, vous savez, socialiste. Proudhon qui va féliciter avec passion Michelet de
dans l'histoire de la Révolution en 1851, et qui lui dit: c'est admirable comme vous avez su montrer, voyons quelle est la phrase, vous avez su montrer en Mirabeau le plus magnifique instrument de la Révolution, comme Danton en fut l'âme la plus généreuse. Nous allons venir à Danton. Mais regardons d'abord Mirabeau. Mirabeau, c'était quelqu'un qui désirait passionnément avancer, se pousser. La noblesse n'avait pas voulu de lui, on l'avait rejeté parce qu'il était absolument impossible, impraticable. Le tiers l'avait donc recueilli. Mais le système de Mirabeau est un système très curieux. C'est un système qui consiste à pousser les hurlements les plus violents afin de se faire payer son silence. Mirabeau est un personnage double. C'est quelqu'un qui, devant l'opinion publique, brandit des tonnerres, mais quand on fait bien attention, ces tonnerres se terminent toujours en mélodie. C'est lui qui commence, par exemple, par parler de baïonnettes, mais ça veut dire quoi? Vous vous rappelez, le 20 juin, le 23 juin, ben, ça veut dire si le roi emploie les baïonnettes, ça ne nous bougeront pas, on ne va surtout pas faire appel au peuple. Mirabeau est un personnage qui revêt en apparence un rôle qu'il abdique en secret. Il voulait être ministre. Et bien l'Assemblée constituante décide qu'aucun membre de l'Assemblée constituante ne pourra être ministre. Alors qu'est-ce qu'il va faire, Mirabeau? Mirabeau va d'abord donner tous les gages possibles à la cour, essayant de dissimuler ça à la popularité qu'il a à Paris. C'est lui qui va soutenir le veto total pour le roi. Ça veut dire le veto. Veto, mot latin, vous savez, j'interdis. Dans la Constitution, on a discuté pour savoir si le roi avait le droit d'interdire des décisions prises par l'Assemblée nationale. Et Mirabeau était un de ceux qui disaient « Oui, il faut absolument que le roi ait tout pouvoir de briser nos décisions même ». Si on l'avait su au Palais Royal, mais on s'arrangeait pour qu'on ne le sache pas, la popularité de Mirabeau eût décru. Barnave va trouver une cote mal taillée, ça sera le veto suspensif. Ça veut dire que le roi ne pourra exercer son droit de veto que pendant 2 législatures successives, comme la prochaine chambre doit fonctionner 2 ans, puis encore 2 ans l'autre chambre, pendant 2 législatures, le roi pourra interdire une loi. Mais si la 3e législature l'impose de nouveau, le roi sera obligé de céder. Mirabeau était furieux, il aurait voulu un veto total pour le roi. Lorsqu'il sera question du droit de guerre, savoir si c'est le roi ou l'Assemblée qui aura le droit de déclarer la guerre, Mirabeau en douce sera pour que le roi puisse seul déclarer la guerre. Enfin, toutes les fois qu'il y avait une question, par exemple, si la loi martiale, il y avait eu un boulanger qui avait été tué dans Paris, une émeute de la faim, en fin octobre 89, la municipalité décide de proclamer la loi martiale et Mirabeau est derrière. Comme il n'y avait plus moyen pour lui d'être ministre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se vendre, et on a même la date. Il se vend le 10 mai 90. Il se vend à la cour. Il a demandé une belle somme, 200 000 francs cash, tout de suite, 200 000 francs. Multipliez ça par 4 hein, pour le pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Et si on parle en dollars, eh ça fait 200 000 $ cash d'aujourd'hui. Et puis 6 000 livres, ou francs, 6 000 livres par mois. Donc 6 000 $. Alors, en échange de cela, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va procurer des notes secrètes. On les possède aujourd'hui. Il va envoyer périodiquement à la cour un certain nombre de notes pour leur dire ce qu'il faut faire. Il y en a une qui est très particulièrement remarquable, c'est la note numéro 43, elle est de février 91, où il dit à la cour, donnez-moi de l'argent, je vais les répartir, et cet argent nous servira à provoquer dans le public parisien des émotions incendiaires, parce que ça terrifiera les constituants et ça les rapprochera encore de Sa Majesté. Eh bien, ce Mirabeau va mourir entre 2 filles le 2 avril 91. Sa popularité reste intouchée. Elle va totalement disparaître 1 an plus tard lorsqu'on ouvrira l'armoire secrète du roi et qu'on trouvera la correspondance avec Mirabeau, mais pour l'instant, il est au sommet de sa gloire. Si bien même que la Constituante décide qu'une église qui est en construction, qui s'appelait Sainte-Geneviève, sera détournée de sa destination, ne sera plus église, sera le panthéon des grands hommes, et on décide que le premier grand homme qui vient de mourir et qui va entrer au panthéon, ça sera Mirabeau. Marat, qui écrivait à l'Ami du Peuple depuis un certain nombre de mois, va immédiatement, à la date du 6 avril 91, va immédiatement dans son Ami du Peuple pousser un cri de colère. Comment dit-il? Mirabeau. Alors que lui, il ne fait que soupçonner et que flairer. Mirabeau au Panthéon. Et comme l'Assemblée constituante a déclaré qu'après Mirabeau, on y mettrait les cendres de Voltaire, ce jour-là, le 6 avril 91, Marat éclate, enfin explose, et dit comment Voltaire au Panthéon, Voltaire qui a toujours été rampant devant les despotes, Voltaire qui était un homme d'argent, Voltaire qui serait contre nous dans notre révolution. Vous voulez le mettre au Panthéon? Ben, naturellement, vous savez pourquoi? Parce que Voltaire, voltairien, la constituante, l'hostilité au christianisme, Voltaire a tout à fait sa place au Panthéon de la constituante. À côté de la disparition de Mirabeau, vous avez l'apparition alors d'un personnage nouveau qui est Danton. Il y avait 2 clubs. Il y avait le club des Jacobins, qui s'était créé d'abord sous le nom de club breton. Pourquoi? Parce que les initiateurs étaient des Bretons, en particulier Le Chapelier. Le Chapelier, député de Bretagne, c'est un personnage, il faudrait que vous voyiez son visage.
un personnage avec une grosse mâchoire de consommateur, un homme rude, enfin, qui sa question était posée sur les questions d'argent. Alors ce club breton s'était réuni d'abord à Versailles. Quand l'Assemblée était venue à la suite du roi de Versailles à Paris, ce club s'était établi dans le couvent des Jacobins, d'où leur nom, les Jacobins. Mais c'était des gens qui étaient vraiment trop orientés vers le progrès, un certain progrès politique, pas social, ce qui fait qu'au cours de l'année 90, les Jacobins se découpent. Il y en a qui restent aux Jacobins, et puis il y a un club tout à fait aristocratique, le club chic, qui s'appelle la Société de 89, qui se constitue. Il fallait payer simplement 10 francs pour être membre des Jacobins. Il faudra payer 100 francs, un chiffre, pour être membre de la Société de 89. C'est la distinction de la Révolution. C'est ce qu'il y a de vraiment bien. Par exemple, M. Condorcet, naturellement, le marquis de Condorcet, ou Sieyès, ou Lafayette, seront de la Société de 89 et ne seront plus de cette vilaine Société des Jacobins qui tourne mal. À côté, il y a un autre club. Or, celui-là, tout à fait populaire. C'est le club mal vu. Il faut payer 2 sous par mois pour en être. C'est le club des Cordeliers. Pourquoi Cordeliers? Parce qu'ils se réunissent au couvent des Cordeliers, parce qu'il y avait à ce moment-là dans Paris des districts. On avait découpé Paris en 60 districts pour les élections aux États généraux. Au cours de l'année 90, ces districts s'appelleront sections, passeront du nombre de 60 au nombre de 48. Et ce qui avait été au début le district des Cordeliers s'appellera maintenant la section du théâtre français. Attention, aujourd'hui, pour nos oreilles contemporaines, le théâtre français, ça veut dire la comédie française. À ce moment-là, ça voulait dire ce qui est l'Odéon. C'est le quartier actuel de l'école de médecine. Et c'est pas pour rien que dans ce quartier, à Paris, actuellement, vous savez, il y a la statue de Danton. Parce que c'est le quartier de Danton et que le club des Cordeliers, c'est le club Danton. Ben Danton, c'est quelqu'un qui vient d'Arcis-sur-Aube. C'est pas un sans-culotte. Enfin, c'est quelqu'un dont le père était déjà un procureur, toute petite bourgeoisie, si vous voulez. Et c'est quelqu'un qui a d'immenses ambitions. Cet homme va se diriger vers Paris, va obtenir, grâce à son mariage, de l'argent. Il épouse la fille d'un cabaretier, mais qui a de l'argent, la petite Charpentier, qui a environ 100 000 francs. Et avec ça, il va pouvoir acheter une charge. Il est avocat au Conseil du roi. En même temps, il est entré dans la police secrète de Louis XVI, sous M. Talon. Puis arrive la Révolution. Danton est un garçon qui a un très grand mépris du peuple. Les mémoires de Lameth là-dessus sont très claires. Il nous parlera, dit-il, de la sale démocratie. C'est un mot qu'il a employé devant Lameth, vous savez, l'officier de camarerie Lameth. Et il expliquera un jour à son ami Camille Desmoulins, la vérité dans la Révolution, c'est qu'il faut se mettre dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient dessus, qui étaient les aristocrates. Nous, on va se mettre dessus à la place. Il est servi par son visage. Il est athlétique. Du reste, quand il va être élu à la municipalité, il va faire un discours où il va dire ceci: la nature m'a donné en partage les formes athlétiques et la physionomie âpre de la liberté. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il était très vilain, il avait la lèvre couturée, il avait le nez écrasé, mais il avait des yeux bleus et incandescents. C'est un Forban jouisseur, quelqu'un qui va entrer dans les vues de Mirabeau, quelqu'un qui va être payé par Mirabeau pour faire sa politique. Voici qui était Danton, mais à côté de Danton, il y avait Marat, et Marat est un personnage autrement grave dont l'audience est considérable et dont je vous parlerai la prochaine fois.